Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Sandra partage sa passion pour son métier, son combat pour devenir maman face à l'endométriose et sa vocation pour l'accompagnement des parents, notamment à travers le compte Petit Enfant Me. Bref, sans plus tarder, embarquez dans l'univers de cette fée de la maternité qui a pour mission de transmettre et d'informer les parents pour faciliter leur parentalité. Bonne écoute! Bonjour Sandra. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté de participer au podcast. Merci infiniment pour ça. Merci de m'accorder un peu de ton temps si précieux. C'est avec plaisir, vraiment. Merci pour l'invitation et vraiment, c'est avec grand plaisir. Merci à toi. Alors avant de commencer à discuter, je vais te demander de te présenter de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît. Je m'appelle Sandra, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et je travaille à la maternité en tant qu'infirmière puéricultrice depuis bientôt 3 ans. Très bien. Ben justement, on va commencer par ça. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce choix de te tourner vers ce métier? Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a motivé à te tourner vers le métier d'infirmière spécialisée en plus en puériculture? Alors, c'est vrai qu'au départ, après avoir passé mon diplôme d'infirmière, donc en 2009, j'avais toujours à souhait de travailler avec les enfants. Ça, depuis petit, depuis toute jeune, j'ai toujours gardé les enfants, j'ai toujours eu un rapport, on va dire, très fluide avec les tout petits. Et mon métier, on va dire, de prédilection, c'était soit sage-femme, soit puéricultrice. Donc, du coup, je n'ai pas fait directement la spécialité. Une fois que j'ai eu mon diplôme d'infirmière, j'ai préféré, en fait, gagner en compétences, en expérience. Et mes premières années d'infirmière ont été aux urgences adultes. Donc ça a été un premier volet en fait au niveau de mon expérience en tant qu'infirmière. Et par la suite, en 2014, j'ai souhaité revenir à mes grands amours et passer cette spécialisation en puériculture. Donc par la suite, j'ai travaillé en chirurgie pédiatrique. J'ai de l'expérience au niveau des urgences pédiatriques, de la pédiatrie générale. Et pendant ma formation, j'ai eu des cours de docteur Périanin sur l'allaitement maternel. Et à partir de cet instant-là, ça a été comme un déclic. Je n'avais pas d'enfant encore. Exactement. J'ai appris comment la maman est en capacité de nourrir son enfant et c'est quelque chose en fait qui m'a passionnée. Du coup, au niveau de mon mémoire, je l'ai porté autour de l'allaitement maternel. Le titre c'était, c'est atypique, c'était Maman, tu y arriveras. C'était vraiment cet objectif-là et tout portait sur les choses à mettre en place pour permettre à ces mères de réussir leur allaitement parce que moi, en tant que jeune étudiante, je découvrais l'allaitement et je trouvais que vraiment, il y avait trop peu d'informations autour d'un sujet aussi important. Donc, à partir, de cet instant, je me suis dit, non, il faut que je vise la maternité. Mais malheureusement, en fait, les contextes, en fait, tout ce qu'on connaît autour de la maternité faisait que les puéricultrices ne travaillaient plus en maternité. J'ai eu l'occasion de passer un entretien avec le professeur Jean-Qui et tout, et c'est vrai que c'était pas encore d'actualité de remettre, en fait, les puéricultrices
en service de maternité. Il a fallu attendre des années et effectivement un souci de santé de mon côté pour en fait faire un courrier pour un aménagement de poste. Et c'est là qu'on m'a en fait proposé de travailler à la maternité. Et c'est de là que je me suis retrouvée avec mon plus grand plaisir, même si au départ Mhm. c'était pas quelque chose de positif qui m'a emmenée là, Mhm. mais vraiment j'avais hâte de travailler avec ses mamans, avec ses primipares, avec voilà ses parents lors de leur premier pas avec Premier leur tout pas. petit. En tout cas, Exactement. on sent vraiment la passion quand tu parles de ton métier. Ah On oui. sent que c'est vraiment une vocation. On sent que c'est quelque chose qui est en toi. Et du coup, alors au quotidien, est-ce que tu peux nous parler de ton métier au quotidien, de ce que tu fais, de ton rôle à la maternité? Alors, la puéricultrice en maternité a un peu plusieurs casquettes. C'est vrai qu'en général, l'infirmière puéricultrice, on pense souvent elle fait que des soins, tout ce qui sera soins techniques, les prises de sang et tout. Il faut savoir que surtout au sein de la maternité, on a vraiment un rôle de prévention, d'éducation, d'observation, de la mise en place du lien d'attachement mère-enfant. On prévient aussi de tout ce qui sera dépression postnatale. Ça se joue vraiment durant les premiers jours. Donc, on va pas s'axer forcément sur les différents soins vraiment techniques qu'on sera dans l'obligation de faire de façon systématique, comme le dépistage néonatal, comme Mhm. les prises de sang par rapport à différentes pathologies ou d'autres petites choses chez le nouveau-né. Mais on a vraiment ce rôle d'observation, que ça soit au niveau du nouveau-né, son comportement, sa coloration, et surtout au niveau des premiers liens avec la maman et d'évaluation de ses compétences pour vraiment un retour à la maison de façon plus serein. Il faut vraiment que Mhm. le parent, à la sortie de la maternité, qu'on le sente à même de pouvoir gérer les jours à venir. Mais on connaît bien le contexte, on connaît bien le nombre de jours restreints à la maternité. Parfois, malheureusement, on n'a pas forcément voilà, la possibilité de voir tout ça. Effectivement, tu es par rapport aux moyens, etc. Ça, Ouais. c'est une donnée que tu ne maîtrises pas. Voilà, c'est ça. Si on revient un petit peu à ton désir d'enfant, est-ce qu'il était présent depuis l'enfance ou pas? Alors, vu ce que tu as dit, Mhm. concernant les enfants, on peut peut-être, penser que oui, mais est-ce que tu pourrais nous en parler Mhm. de ton désir d'enfant? Alors, ben oui, comme tu l'as dit, depuis toute jeune, hein, je me disais toujours quand je serai grande, j'aurai des enfants, j'aurai vraiment ma famille. C'était vraiment un projet de vie, hein. Moi, je ne voyais pas ma vie sans enfants. C'est vrai que c'était pas Mmh. quelque chose pour moi qui était dans la continuité, voilà, des choses. Donc, j'ai fait mes études, j'ai rencontré un compagnon, et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on a constaté que ça venait pas. Donc, les Mmh. questions ont commencé, voilà, à fuser. Et ben, c'est là que j'ai découvert que j'étais atteinte d'endométriose. Donc, D'accord. c'était en 2016. Et que Mmh. par la suite, on va dire comme un coup de massue, Mmh. je revenais sur terre. Et là, je me suis dit, voilà, je suis certes pas stérile. Il faut le rappeler, Mmh. l'endométriose, en fait, ne rend pas stérile. Mais on a des soucis de fertilité. Et c'est vrai que ça a été un peu la douche froide. Mmh. Et du coup, tu n'avais Ouais. pas, de symptômes particuliers, de signes par rapport à cette endométriose? Oui, j'en avais énormément, mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait pas forcément jusqu'à C'est maintenant. vrai. J'ai souffert dès les premiers jours de règles de mon adolescence, c'est-à-dire dès l'âge de 13 14 ans. Mes parents Mmh. venaient me chercher à l'école. Je tombais en fait de fatigue, j'étais anémiée et ça, au collège, au lycée, ça a continué. Quand j'ai grandi, j'ai continué à évoluer ben, avec la douleur, hein, des douleurs dans le Mmh. dos. J'avais énormément de brûlures à l'estomac. Pareil, Mmh. je marchais avec mon gaviscon, même quand je sortais avec des copines et tout. C'était devenu en fait des habitudes que j'avais instaurées, me disant que bon, ben, Ta c'est normalité, en passager. fait. Exactement, voilà. Et ça a duré comme ça très longtemps. Je me rappelle d'un soir où j'ai mes cousins qui sont venus me chercher au rond-point de le lycée hôtelier. J'arrivais même plus à appuyer sur l'embrayage tellement j'avais des douleurs. Mais Mmh. voilà, c'était vraiment des douleurs insupportables que j'ai eu à traîner. J'avais des symptômes. Le mot n'avait pas été posé. Le Mm, mm. diagnostic a été posé au moment justement où il y avait, ce projet bébé.
Et du coup, quelles exactement. solutions qui t'ont été proposées? Du coup, en 2016, j'étais plus avec le compagnon de l'époque parce qu'il faut savoir que ça engendre aussi pas mal de complications dans tout ce qui est Mhm, relation et tout, surtout quand on ne pointe pas du doigt en fait la problématique. Donc, mhm, entre-temps, j'ai continué, j'ai fait les recherches et c'est là qu'on a pu faire l'IRM et diagnostiquer l'endométriose. Par la suite, j'ai rencontré le papa de ma fille et il mhm, nous a été proposé de passer par le circuit PMA. mhm. Donc, du coup, on a commencé le circuit. C'était après l'incendie du CHU. Donc, D'accord. ça a été un peu très sportif, les allers-retours avec la France et tout. Donc, ça a été fait à Paris. Et malheureusement, après la première, je ne suis pas allée jusqu'à l'insémination. On a pu prélever en fait les ovocytes, mais Ok. malheureusement, ils n'ont pas tenu. Et là aussi, pareil, ça a été encore un très gros coup de massue dans le côté où même là, je n'y arrive même pas. Voilà, Mhm, déjà, je peux pas le faire seule. On mhm. me propose quelque chose pour m'aider à, et en fait, Ça fonctionne pas. voilà, ça Mhm, fonctionne pas. mhm, Donc, du coup, ça a été très compliqué encore pour, voilà, relever la tête. Surtout que j'avais cette tendance à me redire que mes 6 bébés sont partis. Et c'est que mhm, dernièrement, quand j'ai fait, en fait, la formation à l'accompagnement au deuil périnatal, que j'ai pu poser ce doigt-là et que j'étais légitime, en fait, dans ce que je ressentais dans le côté où mes mhm, petits 6 ovocytes, où on m'avait fait l'échographie, on me les avait montrés, ils grossissaient, eh ben, ils avaient disparu. Et là, en mhm. fait, c'était très compliqué en fait émotionnellement et À psychologiquement à intégrer. gérer. Voilà. Donc après ce premier parcours, on nous a proposé de repartir pour faire une deuxième PMA et puis miraculeusement, ben, ma Lily est arrivée au courant du mois de... Enfin, j'ai su que j'étais enceinte au courant du mois de janvier. Mhm. Ah là Janvier-février. là. Et du coup, alors, Ouais. qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Quelles émotions qui te traversent? Est-ce que tu peux nous en Ah là parler? là. Heu, de la surprise. C'était Mhm, un choc, vraiment un gros choc, surtout que on pensait que j'étais très malade parce que j'avais de la température, j'étais très faible, je me vidais. En fait, ça a été une période où j'étais très malade et à aucun mhm. moment, aucun des médecins a pensé à me faire un test BCG De vu que par grossesse. rapport à mes antécédents, Mhm, voilà, on n'aurait pas pensé que c'était ça. Donc, c'est de moi-même, j'ai décidé d'acheter un test de grossesse et puis je l'ai fait 3 jours après, hein. Il était là, mhm, mais voilà, je me suis dit mhm, que j'allais le faire au moment voulu. Et quand j'ai découvert les du bas, là, non, franchement, ça a été le choc, mhm, le gros, gros choc. C'était non, j'étais envahie de surprise, de peur hein, surtout. mhm, Et voilà, c'était l'inconnu, c'était mais est-ce que elle, là, elle va rester? Je savais pas que c'était une fille, mais il faut qu'elle mhm. s'accroche. Là, c'était vraiment, voilà, ce petit parcours-là. Début de la grossesse, c'était un petit peu, une période où tu marchais un peu sur des œufs, tu restais prudente ou tu as pu te laisser aller, dans cette grossesse tout de suite? En fait, c'était très particulier. Je me suis laissée aller parce que c'était en pleine période de carnaval. Donc, en Mmh. tant que carnavalière, sincèrement, elle a fait le carnaval avec moi. Je me suis dit de toute manière, dans ma tête, il faut qu'elle soit accrochée, il faut rester positive. Je peux pas, en fait, m'enfermer dans cette bulle, même si j'avais énormément peur. Donc, j'ai fait mon carnaval. Par contre, il y a eu un défilé, je me rappellerai toujours celui de Bimao Capester. Après celui-là, je me suis dit, par Mmh. contre, c'est fini. On va la On laisser, va se voilà, calmer. être au calme, voilà. Et puis à partir de là, ça a été beaucoup de repos. Mmh. J'avais énormément de fibromes. Ça aussi, par rapport à mon endométriose, j'avais de fibromes plus mon bébé. Donc, j'avais 2 masses dans le ventre. Ça a été très, très, très difficile et très Mmh. douloureux. Donc, il a fallu, en fait, suivre ces fibromes qui, à un moment donné, se sont nécrosés. Ça aussi, c'est quelque chose dont on en parle peu, les nécrobioses de fibromes. Ça, j'en Mmh. étais énormément sujette. Et du coup, ça faisait partie des douleurs durant la grossesse. Certes, c'était pas de façon fréquente ni dans la, voilà, dans la longueur, Mmh. mais c'est vrai que je m'en rappelle jusqu'à maintenant.
Les débuts, c'était un peu, voilà. Un peu difficile et du coup, tu avais Mhm. un suivi particulier? Est-ce que tu étais suivie par un gynéco ou tu étais suivie par, une Oui. sage-femme? Par les 2. Vraiment, j'ai fait le choix, voilà, surtout la Mmh. gynéco, ça c'était indispensable et puis, aussi, par rapport à mes antécédents de Mmh. pneumothorax parce que j'en avais déjà fait pas mal, donc il fallait vraiment, que j'ai un suivi très particulier. Mmh. Alors est-ce que par rapport à ton accouchement, est-ce que tu avais des appréhensions et est-ce que tu avais des attentes par rapport à cet accouchement? Alors en fait, j'aurais voulu de cet accouchement déjà sans péridurale pour une première. Je voulais vraiment vivre cette expérience. Mais c'est vrai qu'on m'a tellement alerté sur le risque de faire peut-être un pneumothorax. Les médecins n'étaient vraiment pas, on va dire, très rassurés. On m'a conseillé et on m'a fait comprendre qu'il était plus sûr d'avoir cette péri. Donc au final, l'accouchement en soi, je ne l'ai pas forcément idéalisé ni visualisé. Je me disais juste que j'aurai mon bébé. Voilà. Mmh. Mais le jour de l'accouchement, ça s'est pas passé du tout comme prévu. On me l'a posée, mais la péri n'est pas passée, c'est-à-dire qu'elle a été mal D'accord. posée. Donc du coup, je me suis retrouvée à accoucher sans péridurale. Voilà. Et ben voilà. Donc du coup, ça a été une expérience très particulière parce que au final, je me suis dit que j'aurais dû m'informer quand même. Mmh. La douleur en soi, ça a été, j'ai vraiment eu mal à certains moments précis, ça a duré que 4 heures, donc ça a été assez rapide, mais j'ai été vraiment déçue de ne pas être préparée à le faire sans parce que je suis sûre que ça aurait été encore mieux. Mieux. Mais du coup, voilà, j'ai accouché, voilà, sans, ça s'est bien passé, j'ai eu ma petite. Mmh. La rencontre avec ta fille, est-ce que tu peux nous en parler justement, quand on te l'a posée, quand tu Ben, l'as vue? c'était un soulagement et c'était vraiment le côté, cette Mmh. phrase: «Enfin, enfin, ben, j'ai mon bébé Mmh. et voilà, elle est là, c'est bien réel, elle existe» et j'ai pu gagner, on va dire, une bataille contre aussi, voilà, cette endométriose Mmh. et avec tout le parcours que j'avais eu, les souffrances, les douleurs et tout, j'étais contente de la tenir et c'était cette victoire-là, mon petit miracle était là et puis, voilà, c'était vraiment un soulagement. Mmh. Et alors, on suppose que l'allaitement, vu que c'est ton sujet de prédilection, tu souhaitais allaiter Voilà, ta c'est petite? ça, je souhaitais allaiter ma petite, mais encore une fois, ça ne s'est pas passé comme comme on le pensait. Ah ben voilà. Et d'où ben, tout mon Mmh. parcours par la suite jusqu'à ce jour avec l'allaitement maternel, parce que j'étais persuadée qu'avec les cours que j'avais eus et les bases initiales en fait de formation, ah ben Ça oui, allait ça, rouler. voilà, ça coulait de source. Surtout que dans ma famille, on va dire au niveau des différentes générations, on a toujours allaité. Donc c'était, on va dire, une continuité et une normalité Mmh. chez nous. Mais ah non, déjà, ma petite Lia pleurait énormément. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on m'avait pas appris dans mes cours, Mmh. hein. Moi, j'ai eu le cours du bébé, voilà, bien portant, peut-être avec certaines pathologies, mais qui est cet enfant? Quels sont tes Mmh. besoins? Tu attends quoi de moi? Mmh. Que dois-je faire? Ça, ce sont des questions en fait que maintenant les parents se posent énormément et d'où le travail que je fais du coup avec eux en amont Mmh. pour faire la connaissance avec leur enfant. Et sur ces besoins-là, je ne les connaissais pas. Ma fille avait juste besoin d'être sur moi, d'être au Mmh. sein de façon en fait ben, à sa demande. Et moi, je n'avais cette notion de à sa Mmh. demande, mais pas forcément toutes les 31 heures. Demande. Ça aussi, c'est une notion très particulière, hein. C'est qu'on Mmh. sait que le bébé doit aller à la demande, mais quand il demande trop, on se dit, par contre, il y a un truc qui est pas trop dans les règles. Mmh. Alors qu'au final, elle avait juste besoin que de ça. Mmh. Et malheureusement, je ne le savais pas. Et Mmh. malgré du coup mes cours de puère, ma formation initiale, ça a été déjà compliqué de voir pas qu'on n'y arrivait pas, mais qu'il y avait ce petit souci-là. Et Mmh. puis, ben, j'ai fait comme toutes les mamans parfois qui le font, je suis restée une semaine parce que ma fille ne prenait pas de poids, parce qu'au Mmh. niveau de la tétée, j'avais des crevasses, j'étais engorgée. Elle réclamait le Mmh. soin, du coup, elle faisait exactement ce qu'on attendait d'elle, mais c'est juste que je ne le savais pas. Du coup, on l'emmaillotait le soir et tout avec une sucette pour que je me repose, mais c'était vraiment pas en fait la chose à faire. Mais Mmh. du coup, par manque de connaissances, voilà, à ce moment-là,
je n'ai pas forcément bien Mmh. débuté et bien vécu, en fait, cet allaitement. Cet allaitement et à partir de quand les choses se sont mises en place, à partir de quand, l'allaitement, a commencé à On bien va bien se dire que j'ai dérouler? fait après les choses de façon naturelle et automatique une fois rentrée à la maison. Je me posais plus de questions, je notais plus le nombre d'heures, le Mmh. nombre de couches, le nombre de temps resté à la tétée. J'ai commencé vraiment à me laisser aller. Après, j'ai eu un coup de massue quand le pédiatre m'a dit que j'affamais mon bébé parce qu'elle ne prenait pas suffisamment de poids. Ça aussi, maintenant, avec le recul, je constate Mmh. que ben, c'était pas la chose à dire et surtout que ce n'était pas vrai. Ça aussi. Et c'est vraiment quand j'ai Mmh. rencontré Muriel, qui est conseillère en lactation, qui m'a eu en tant que maman et qui a Mmh. aussi suivi trois autres mamans, trois autres copines qui ont été mamans en même temps que moi, que là, en fait, il y a eu un déclic et que ça a Mmh. recommencé à bien se dérouler. Mais il Mmh. a fallu un accompagnement, il a fallu que je me tourne vraiment vers quelqu'un pour avoir ces conseils, ces choses que je maîtrisais pas forcément, rien qu'avec Mmh. ma formation, pour me permettre de vivre pleinement à ce moment-là Mmh. mon allaitement. Et c'est vrai que là encore, on en revient à la notion de Mhm, connaissance, en fait. Sans ces connaissances, beh, ça reste difficile. mhm. En fait, on peut pas inventer et peut-être que parfois, on peut-être parfois tendance à se raccrocher à certaines idées qu'on a et finalement, beh, quand on n'a pas les connaissances, on les a Exactement, pas. c'est ça. Et justement, pour continuer sur l'allaitement, qu'est-ce que tu penses de l'allaitement, en Guadeloupe? De façon générale, à l'échelle, en fait, à mon échelle, je dirais que à la maternité, la plupart des mamans, quasiment 96% des mamans allaitent. Le plus souvent, c'est un allaitement Mmh. mixte. Et un allaitement mixte, parce qu'au Mmh. final, elles ont cette crainte, cette peur et cette méconnaissance de leur Mmh. capacité à nourrir exclusivement leur bébé avec leur propre lait. Mais mon combat, c'est vraiment aider ces mères-là à réaliser et à être rassurées sur leur capacité à nourrir leur enfant. Mais ça passe du coup par l'information, Mmh. la connaissance sur la lactation, sur surtout votre anatomie. Je leur dis, vous avez de quoi nourrir votre enfant. Mmh. C'est juste comme on ne sait pas comment ça fonctionne, on doute de ses compétences et du coup, à ce moment-là, on Mmh. se rassure en donnant, voilà, cette petite chose qu'on appelle cette préparation infantile. C'est ça et c'est vrai que tu me diras, c'est toi l'experte, mais il me semble que quand on est en allaitement mixte, du coup, on produit moins de lait parce que le bébé n'est pas tout le temps au Mhm. sein. Donc du coup, C'est finalement, un beh, cercle c'est un peu un vicieux. cercle vicieux Mhm. parce que on produit moins de lait, du coup, on se dit: «Bon, ben je fais bien de donner le biberon» et en même temps, est-ce que cet allaitement mixte aussi, il vient pas aussi du fait que la notion du poids, tu en parlais tout à l'heure, cette notion de poids qui est Mhm. centrale, en fait? Je pense que les mamans, enfin, quelle maman craint pas justement que son enfant ne grossisse pas et Ah, cetera? c'est ça. Voilà, c'est ça. Et comme je dis, le poids, il faut prendre le poids d'un bébé. Ça, c'est quelque chose, c'est une norme dont on a besoin pour l'évolution euh, de son tout petit, et ce depuis la maternité. Mais cette notion de perte de poids est en fait mal interprétée par la plupart des mamans. Bébé doit perdre du Mmh. poids. Après, au niveau de l'allaitement, c'est pas parce qu'il est en allaitement exclusif qu'il a perdu du poids. C'est parce qu'il n'a pas été dans son bon habitat, c'est-à-dire sur le corps de la maman, qui n'a pas pu en fait faire éclore ses compétences de nouveau-né pour réclamer le sein de façon, on va dire, régulière et du coup permettre à ce colostrum à maturer et à permettre à cette glande mammaire de d'évoluer, mais de façon tout à fait naturelle. Si c'est fait de cette façon-là, votre Mmh. bébé perdra du poids, mais au bout de 48 à 72 heures, il y aura une stabilité et une remontée de poids. Mais il faut que ça soit bien fait. Et pour que ça soit bien fait, il faut que les mamans aient ces bases-là pour Mmh. avoir un bébé qui suit ces courbes-là. Mmh. C'est tellement intéressant tout ce que tu dis et du coup, tu parlais tout à l'heure du fait que justement à la maternité par rapport, beh, aux Mhm. moyens et cetera, vous n'avez pas toujours ce temps en fait. Vous avez peut-être parfois envie de faire plein de choses et vous n'avez pas toujours ce temps. Par rapport à ce manque de temps à la maternité que tu as souhaité développer ton activité, à ton compte pour Oui, c'est accompagner les parents? exactement ça. C'est qu'à un moment donné, j'arrivais à un constat que les parents, déjà dans un premier temps,
avaient pas forcément toutes les connaissances sur les besoins de leur nouveau-né, ne savaient pas qui il était. Et dans un deuxième temps, c'est qu'on n'avait pas le temps de donner, d'apporter toutes les informations en termes de prévention, d'éducation, d'accompagnement et surtout d'allaitement maternel. Parce que accompagner un allaitement maternel, ça peut prendre 20 à 1 heure de temps. Et la maternité, en fait, Mhm. a un turnover, mais on tourne entre une douzaine, une vingtaine de mamans. Donc, c'est vrai que puéricultrice Mhm. exerçant seule à la maternité, on n'a pas forcément le temps pour s'occuper comme on le voudrait, surtout Mhm. de l'allaitement maternel. Donc, c'est ce qui a motivé mon souhait de Mhm. créer l'entreprise d'accompagnement parental pour préparer les parents à accueillir leur nouveau-né de façon plus sereine, à comprendre ses besoins. Et c'est vrai, dans un deuxième temps, j'ai des accompagnements à l'allaitement maternel pour que la maman ait ces bases-là pour un bon démarrage et surtout pour poursuivre le mieux que possible son allaitement. Mhm. Et est-ce que du coup cet accompagnement, tu le débutes dès la grossesse? Donc, en fait, je propose différents ateliers. Donc, les ateliers bien préparer l'arrivée de bébé s'adressent aux futurs parents, viennent quand elles le souhaitent pour avoir l'information. Mhm. Et puis, par la suite, ça sera parents qui auront des besoins ponctuels. Parfois, il y a des mamans qui n'ont pas forcément tout enregistré dans les soins d'hygiène de leur nouveau-né ou qui n'ont pas forcément donné le premier bain ou qui souhaiteraient en fait que papa fasse le bain, mais en étant accompagné d'un professionnel pour que ça soit vraiment dans la technicité. À ce moment-là, ils feront appel à moi. Vraiment, c'est en fonction du besoin, de la problématique et les ateliers dits fixes, c'est vraiment avant l'arrivée de bébé et durant les premiers jours de vie avec bébé. Mhm. Parallèlement à la problématique de l'allaitement, est-ce que tu abordes d'autres problématiques? Oui, du coup, on voit ensemble, surtout pour le retour à la maison, tout ce qui sera organisation de la vie de famille. Ça aussi, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup avec le partenaire, avec la fratrie. C'est la Mhm. prévention de la charge mentale chez la maman. Mhm. Comment on organise notre vie maintenant. Tellement important cette charge Exactement, mentale. on va s'organiser cette vie de famille à Mhm. 3 ou à 4. Je dis souvent aux parents, n'hésitez pas à lister toutes les tâches que vous faites à ce jour, que ça soit sortir les poubelles, faire la lessive, faire la vaisselle. Ce sont des choses qui, une fois bébé présent, vont vous paraître une montagne, alors que ça ne l'était pas auparavant. Et si on peut Mhm. en fait s'organiser afin de répartir le rôle de chacun, ça nous permet de souffler. On n'a pas à se prendre la tête, entre guillemets, et à générer, en fait, ces tensions de couple qui arrivent très, très, très rapidement. Même les couples les plus solides en pâtissent. Et ça, c'est des choses que je vois, en fait, avec les parents. J'aime le fait que tu dises que ce soit un accompagnement Oui, des parents et ouais, pas c'est des vraiment mamans. important. Mhm. Parce que justement, je pense que le rôle du partenaire est Mhm. très important en fait aussi pour soutenir l'allaitement. Parce que c'est vrai que souvent on entend oui, mais bon, moi je veux pas faire l'allaitement parce que mon conjoint lui, il veut s'occuper du bébé, donc il Oui. veut donner le biberon. Mais en fait, il y a plein d'autres façons finalement Mhm. de pouvoir soutenir la maman, de pouvoir soutenir Exactement, c'est l'allaitement. pour ça que voilà, c'est important d'inclure le papa et j'aime beaucoup quand les papas sont en atelier, hein. Il y a beaucoup de couples qui viennent en atelier parce que comme dit la maman, il faut qu'ils l'entendent. Et c'est intéressant en fait quand on voit qu'au final, c'est le papa qui prend les notes et la maman elle écoute. Donc ça montre vraiment l'implication de plus en Mhm. plus marquante des papas dans la vie de dans la vie familiale déjà dans la vie avec leur futur nouveau-né. Et c'est vrai que par rapport à l'allaitement, on en revient souvent. Et je leur dis, vous avez un rôle de coparent. Certes, vous n'allez pas nourrir un bébé, mais vous jouez un rôle super important autour du soutien, de l'accompagnement. Vous êtes vraiment un roc pour cette maman-là parce que l'allaitement parfois n'est pas si simple que ça. Et quand ils ont en fait cette cape de super-héros, parfois à la fin de l'atelier, ils se disent, ouais, ben voilà, je pense que ça, voilà, ça me convient également. Je vais pas forcément donner le biberon, mais je vais apporter Mhm. bébé à maman. Je vais lui permettre de dormir et du coup, je vais la connecter à sa maman quand elle voudra le sein. Et là, ils voient l'allaitement d'un autre œil. Ils se sentent impliqués. Et là, c'est plus intéressant. Mhm. Exactement.
Conscientiser en fait leur rôle Mmh. finalement, qu'ils ne se sentent pas, mis en retrait. Ouais, Mmh. ça c'est important. C'est très, très important et du coup, parallèlement à tes accompagnements que tu fais, concernant ton activité, Mmh. à ton compte, tu as aussi un compte Petite Enfant Me. Est-ce que tu peux en parler? Parce que ton compte, c'est une vraie mine d'or. Le contenu est très accessible. Ben, du coup, Petite Enfant Mie sur la page Instagram est apparu après la création de l'entreprise. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à faire les accompagnements et souvent, les mamans me disaient, ça serait intéressant d'avoir un endroit où avoir toutes ces informations. Et c'est vrai qu'elles avaient pas tort parce que moi, en tant que maman, puiser à droite et à gauche tout le temps sur le bébé, sur la maman et tout, Mmh. plusieurs informations, ça devenait un peu fatigant et on baissait les bras très rapidement. Donc, je me suis dit, allez, je me lance. Donc, c'est vrai que la Mmh. page on va dire, a été créé dans ce sens afin de rassembler conseils, informations, astuces autour de la parentalité, mais surtout de ce tout petit, et ce depuis la maternité. Et donc, Mmh. c'est vrai que les Mmh. débuts ont été un peu particuliers parce qu'Instagram, les réseaux sociaux, je ne connaissais pas. Tout ce qui était live et tous les réels, Mmh. tout ce qui est les hashtags et compagnie, pour moi, c'est quelque chose que je découvrais et que je continue à découvrir. Donc vraiment, c'est toujours une belle expérience que je Mmh. continue à exploiter. En tout cas, vraiment, effectivement, il y a plein d'informations et puis en plus, ce sont des informations qui sont adaptées à nos Mhm, réalités. Beh, c'est un compte qui nous correspond, en fait, qui correspond à mhm. nos réalités et ça fait du bien d'avoir des infos pratiques et des infos, précises aussi sur plein de sujets. Ouais. Vraiment, ce compte, c'est la Merci, mine vraiment, d'or. c'était Alors du coup, comment tu arrives à allier toutes les casquettes? Tu as parlé de ton rôle d'infirmière puéricultrice à la maternité, de ton activité, à ton compte dans Mhm. l'accompagnement des parents. En tant que maman solo, comment tu arrives à mener à bien toutes ces casquettes? Je suis très organisée. C'est vrai qu'avec ma petite, on a des habitudes, on a des rituels. Donc, par exemple, quand je vais la récupérer à 4h30, je m'occupe d'elle jusqu'à son coucher, c'est-à-dire jusqu'à 19h. C'est ma fille et moi. Je fais partie de ces personnes qui ne donnent pas d'écran pour des raisons très particulières la semaine. Donc, du coup, ça implique de Mmh. l'investissement plus auprès de son enfant. Mais bon, j'ai fait ce Mmh. choix-là. Donc, je m'occupe de mon enfant. Et Mmh. après, une fois qu'elle est couchée, eh ben, je commence à bosser. Je commence à bosser sur la préparation de mes accompagnements, sur les devis, les factures, toute la partie administrative, parce qu'il faut savoir que avoir une entreprise, ça implique pas mal en fait de petites choses à côté. Mais c'est vrai que l'année qui est passée et Mmh. le fait que je sois tombée malade avec ma pathologie, c'est que je me suis trouvée à travailler énormément. C'est-à-dire, je faisais à peu près 50 à 60 heures par Mmh. semaine, si c'était pas plus. C'était Oh là énorme. là, Mais j'étais énorme. tellement, en fait, pas motivée, mais j'étais animée par ce plaisir déjà, par cette passion de mon métier, de voir que j'arrivais à ce résultat de satisfaction auprès des parents, que ça a été et ça a toujours été ma motivation. Mais c'est vrai que du coup, voilà, j'ai Mmh. oublié que j'avais cette pathologie. Certes, j'étais en rémission, mais il fallait s'occuper de moi. Et ça, c'est quelque chose, Mmh. certes, que je transmets aux parents. Mais voilà, on est Mmh. important, on a des besoins. Toi, tu t'oublies un petit peu dans Mhm. dans tout ça et justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du réveil, de cette endométriose récemment? Ben, du coup, j'avais commencé en fait à avoir des petits symptômes, c'est-à-dire des douleurs au niveau du dos. Je sentais que au niveau du bas de mon ventre, ça n'allait pas trop. Mais comme je disais, je travaillais énormément. J'avais cette routine qui était bien Mmh. instaurée et installée. Je n'y ai pas forcément prêté attention. Et depuis la naissance de Lia, j'ai fait déni de la pathologie. Je n'avais plus de douleur au niveau de mes menstruations. Donc pour moi, j'étais certes Mmh. pas guérie, mais elle était endormie et je voulais plus en entendre parler. Il y avait trop de souffrance, donc je n'entendais plus parler. Mmh. Et au mois d'octobre, donc le jour du départ, je devais partir le soir avec Lia en Martinique pour fêter son anniversaire le lendemain et tout. Et le matin au travail, j'ai eu un pneumothorax. Voilà, j'ai eu mon quatrième décollement du poumon. Et à partir de ce moment-là, lors de l'hospitalisation, j'ai demandé à ce que vraiment on puisse
fouiller au niveau de la pathologie parce que je savais que l'endométriose pouvait créer des pneumothorax. Donc, c'est à partir de là que, Mhm. eh ben, ils ont préféré me transférer en métropole. Ça a été aussi une partie très difficile, que ça soit psychologiquement, physiquement. Mhm. La Voilà, la séparation. séparation avec Lily, ben, il Mhm. a fallu qu'elle déménage, qu'elle aille chez son papa, qu'elle change d'école aussi, et qui surtout dans un Mhm. esprit où je ne savais pas combien de temps j'allais partir. Et ça a été très difficile. Comme on en a parlé, moi qui suis assez Mhm. carrée dans mon organisation et tout, ça a été vraiment, ah Mhm. non, non, C'était pas c'est prévu. l'imprévisible et moi, Mhm. voilà, c'est difficile. Mais ça a été une belle leçon de vie, que ça soit de mon Mhm. côté, que ça soit pour elle également. Je redécouvre ma Mhm. fille, je redécouvre ses capacités, en fait, sa capacité à s'adapter. Vraiment, j'ai redécouvert ça chez ma petite. Et moi, ça m'a permis vraiment de lever le pied et de m'occuper de moi. De prendre soin de toi. C'est très important. Et du coup, ben, comment ça va pour toi actuellement? Quel est l'impact de l'endométriose sur ta vie Alors, actuelle? ben, en ce moment, j'ai un traitement qui, on va dire, qui me permet de ne pas avoir de pic de douleur. Donc, pour l'instant, c'est le cas. J'ai beaucoup de douleurs au niveau du dos. Donc, j'ai des séances de kiné 2 fois par Mhm. semaine. Après, ce qui impacte plus ma vie personnelle et professionnelle, ce sont les douleurs neuropathiques post-opératoires. C'est-à-dire après avoir été opérée du poumon, du coup, en janvier, j'ai toujours des douleurs au niveau des aisselles, au niveau, voilà. Toute ma partie gauche jusqu'à maintenant n'est pas résolue. Puis voilà, j'ai des coups d'électricité des fois dans la journée. C'est vraiment le plus handicapant. Donc du coup, je suis toujours sous Mhm. traitement, j'ai toujours des séances de kiné. J'étais contente qu'on ait été franc avec moi en me disant que ça ne peut durer de 10 à 16 mois. Donc au moins, en fait, je sais à quoi m'attendre. Mais c'est vrai D'accord. que l'impact est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Mhm. Donc les suites opératoires Voilà, ne c'est sont ça. pas évidentes. Et du coup, c'est vrai que l'endométriose, on en parle de plus en plus. C'était méconnu avant et on en parle de plus en plus. Il y a l'association Liquide Chocolat qui est présente ben, sur le territoire, qui permet de Mhm. faire de la prévention. Est-ce que c'est une association qui t'a aidé dans Ah ton oui, elle parcours? m'a énormément aidée par rapport déjà aux différents contacts que l'association a pu en fait me transmettre. Par rapport au soutien aussi, c'est important. Il y a un groupe WhatsApp qui est assez actif. Il y a aussi les membres qui sont vraiment à l'écoute, qui sont disponibles. Et ça, côté soutien, vraiment, ça a été une aubaine pour moi. Vraiment une aubaine. J'ai même pu en fait rencontrer Mhm. une autre adhérente qui était en métropole, avec qui j'ai pu vraiment discuter. On se sent moins seul, moins isolé, et la souffrance, on va dire, Mhm. voilà, voilà, est un peu plus atténuée, on va dire ça. Et même avec toutes les actions, comme tu as pu Mhm. dire, qui sont faites de façon régulière, ça permet d'être toujours en relation avec les filles, de pouvoir parler ouvertement de sa pathologie et de ne pas se sentir jugée. Parce que parfois, on a l'impression de ne pas être comprise. On nous Mhm. regarde souffrir, par exemple, du dos, on va dire, Mhm. ah, encore un mal de dos ou autre, mais j'ai mal en fait. On oublie que l'endométriose, c'est une maladie chronique. Ça ne part pas, c'est là, ça ronge Mhm. encore et encore. Et du coup, c'est ce qui est un peu le plus embêtant Mhm. à faire, à comprendre en fait à l'entourage. À l'entourage et même à la société Voilà, c'est plus finalement ça. parce que c'est une Mhm. maladie invisible qui reste encore, méconnue. Pouvoir se sentir, comprise, entre vous, Ça aide ça énormément, aide voilà. effectivement. Beh, écoute, on va s'arrêter là, Il n'y a Sandra, pas de pour cette souci. discussion. Je te remercie pour ton témoignage. Je te remercie, beh, pour tous ces éclairages sur, l'allaitement, sur l'accompagnement des mamans, sur l'accompagnement des parents. Je te remercie pour tout ce que tu mets en place pour les parents. Je trouve que c'est Ça me tient à très cœur. important Mhm. de transmettre parce que comme on dit, Mhm. le savoir, c'est le pouvoir et c'est très important. Et je tenais juste à te faire un petit message parce que nous, on s'était rencontrés à la Ah naissance de oui, ma c'est fille. vrai. Je sais que tu Mhm. vois beaucoup Oui, de c'est vrai, mamans. c'est vrai. Mhm. Je sais que tu vois beaucoup de mamans, voilà, mais Ah, moi je c'est t'ai pas gentil. oubliée et c'est vrai que ça a été un petit peu difficile pour moi. Bon, Mhm. dans un épisode, j'en parlerai. Mais du coup, l'allaitement a été Mhm. très difficile à mettre en place et tu as été la personne qui m'a Oh, permis de tenir
et en me montrant des Mhm. positions, et alors que d'autres personnes m'avaient très Découragé. clairement, faut le dire, Mhm. un petit peu dégoûtée, découragée, et toi tu es passée avec ta douceur, Ça fait plaisir. ta joie de vivre et ta douceur et ta bienveillance, et ça Oh, je l'oublierai franchement, jamais ça en me fait. touche, hein. Je suis super contente du coup que ça ait pu fonctionner et vraiment que par la suite que ben tu te Mmh. sois senti vraiment beaucoup mieux. Vraiment, ça fait plaisir. Merci à toi. Écoute, avant de terminer, je vais te demander de te décrire en 3 mots, s'il te En plaît. 3 mots, je dirais résiliente déjà, le premier, optimiste et déterminée. Voilà. Super. Beh, écoute, je te remercie encore Merci pour à ton toi pour témoignage, et puis, beh, l'invitation. à Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt Sandra. C'était l'épisode 14 de Big à Femme. Je remercie infiniment Sandra du compte Petite Enfant Me qui nous a partagé sa passion pour la maternité. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode exceptionnellement le lundi 22 mai pour la journée mondiale de la pré-éclampsie. Prenez soin de vous.